Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir aujourd'hui, pour le 7e CM, de géographie de la population, les questions autour de la transition urbaine, parce que, la croissance démographique s'accompagne aussi d'une redistribution du peuplement mondial qui se fait en faveur des villes. Et donc on a étudié la répartition des hommes sur terre, hein, les fortes et les faibles densités. Là, on va descendre à une échelle plus fine, une échelle plus grande, hein. Vous savez, grande échelle, c'est quand on zoome, heu, pour étudier la dispersion du peuplement au niveau des villes et des campagnes. Et on va voir que le humain se concentre sur les centres urbains. On va voir ça en 3 parties, hein. Déjà la notion de transition urbaine qui est importante, la question du développement des mégapoles et les conséquences et défis de l'urbanisation. Donc pour commencer sur la transition urbaine, on va un peu faire je vais déjà vous donner une première définition de transition urbaine. La transition urbaine, c'est la concentration de la population dans les villes, c'est-à-dire le passage en fait d'une société majoritairement rurale à une société majoritairement urbaine. C'est pour ça qu'il y a la notion de transition. On passe, voilà, d'une société majoritairement rurale à une société majoritairement urbaine. Et ça correspond à une urbanisation récente du monde, hein, et c'est ce qu'on va regarder. Hem, Vous avez ici un graphique qui montre l'évolution, du nombre de ruraux et du nombre d'urbains, et on voit que, la popula alors il y a des projections, hein, nous on est, juste là, 2020. On voit que, depuis peu, la population urbaine est plus importante que la population rurale. En fait, la population mondiale est à 54 urbaine, et l'année de basculement à 50, c'est autour de 2010 selon les Nations unies. Cela s'explique, comme on peut le voir sur le graphique, parce que la croissance de la population urbaine est plus importante que la croissance de la population rurale. On a, une urbanisation s'est faite très rapidement, entre les années 50, où ça représentait 30 de la population en moyenne qui était urbaine, et là vous avez une comparaison avec 2 cartes, qui montrent, en bas les prévisions en 2030 avec une urbanisation qui serait à 60, une population qui serait urbaine à 60. Donc vous voyez sur la carte, ça rend très visible, hein, l'urbanisation forte, des pays du monde sur cette échelle de temps. Évidemment, il y a un contraste très fort entre, les différents pays du monde, heu, avec des micros-États qui sont entièrement urbanisés comme, Singapour ou Monaco, mais aussi des États qui ne sont pas forcément des micros-États, qui sont très urbanisés ici aussi. C'est le cas du Koweït, urbanisé à 99, la Belgique à 97,9 ou l'Uruguay à 95,5. Voilà, et c'est évidemment, c'est pas des très grands États, mais vous voyez, ça peut concerner des États quand même, comme l'Argentine, dont la population urbaine a plus de 90, qui sont, enfin, qui ont une grande superficie. Alors à l'inverse, de ces États très fortement urbanisés, il y a des États qui sont encore très ruraux. C'est le cas, par exemple, pour les 2 États les plus ruraux, le Burundi, où seulement 12,4 de la population est considérée comme urbaine, ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée, où c'est 13. Donc vous voyez des écarts très importants entre les différents pays du monde. Si on regarde les grands foyers de population, donc la Chine et l'Inde, ils sont encore assez peu urbanisés. La Chine, on est à peu près à 56 d'urbanisation, l'Inde seulement 33. Mais ce qu'il faut noter, c'est que même si le taux d'urbanisation est assez faible, la population est très nombreuse, donc les villes sont quand même parmi les plus grandes du monde. La transition urbaine, c'est comme la transition démographique, elle se fait pas de manière homogène partout dans le monde, hein. Elle se fait de manière décalée dans les différents pays du monde, et si on regarde, la proportion de la population urbaine par type, de pays, on voit que, la transition urbaine a commencé beaucoup plus tôt dans les pays industrialisés, qui ont passé, on va dire les au-delà des 50, dès la fin de la 2 guerre mondiale, et alors que pour les pays en développement, c'est un phénomène plus tardif, à la même période, donc en 1950, on a seulement 18
d'urbain pour les pays en développement, alors que et puis ça augmente, ça atteint encore des niveaux moins hauts, mais ça augmente. Alors, il faut aussi noter que malgré l'urbanisation, le nombre d'habitants dans les espaces ruraux en chiffres absolus, continue à augmenter. Donc il y a la proportion, heu, d'urbains est plus importante que celle de ruraux en croissance, mais en chiffres absolus, en fait, les 2 augmentent. Ça s'explique parce que les 2 ensembles démographiques les plus importants en nombre, enfin 2 ensembles démographiques très importants en nombre sont encore très ruraux. C'est le cas du sous-continent indien et de l'Afrique subsaharienne. Et c'est d'ailleurs l'importance démographique, de ces 2 espaces, qui sont encore très ruraux, qui tirent la moyenne mondiale de l'urbanisation vers le bas. Donc on a dit 54, mais ça pourrait être, si on enlève ces espaces, c'est nettement plus élevé. On va regarder un petit peu les causes de l'urbanisation et une des causes principales, c'est les migrations des campagnes vers les villes, dont le nom, historique d'exode rural, vous avez sans doute déjà entendu. Un exode rural, c'est un déplacement de population qui quitte des zones rurales pour s'installer dans des zones urbaines. Ça va, c'est comme ça qu'on définit un exode rural et cet exode rural, il touche tous les pays du monde, mais à des degrés et à des dates différentes. Si on regarde le solde migratoire, hein, c'est-à-dire, si on additionne le nombre de gens qui partent et le nombre de gens qui arrivent, ce solde migratoire dans les espaces ruraux est presque partout négatif. Il y a plus de gens qui partent que de gens qui arrivent. Et historiquement, c'est l'Europe qui a été la première zone touchée par la transition urbaine. Ça commence avec les débuts de la révolution industrielle, 18e siècle pour la Grande-Bretagne, 19e pour la France par exemple. Et cette transition urbaine est la conséquence de la révolution industrielle, et ça pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elle correspond à une mécanisation des campagnes qui conduit à une diminution des emplois agricoles. Vous voyez ici, l'évolution de la population agricole, et de la population vivant de l'agriculture en France, donc sur, 1700, 1968, et ce qui nous intéresse, c'est, la part des personnes vivant de l'agriculture dans l'ensemble de la population. Et vous voyez que ce nombre descend et ça correspond assez bien. En France, on considère que l'exode rural a lieu entre 1850 et 1970 et vous voyez qu'effectivement sur cette période, on a une chute régulière des emplois dans l'agriculture. Cette chute des emplois, dans les espaces ruraux correspond, en simultané, au contraire, avec la révolution industrielle, à une création d'emplois industriels et tertiaires dans les villes et aussi à de meilleures conditions de vie dans les villes. Donc on a à la fois des facteurs d'attraction dans les villes, au niveau des emplois et des conditions de vie, mais aussi des facteurs de répulsion dans les campagnes, par exemple, la perte d'emplois. Donc tout ça fait que ça conduit à un exode rural. Autre, aspect qui explique la transition urbaine, c'est aussi la conséquence de la croissance de la population, hein, le solde naturel dans les villes, les familles qui font des enfants directement en ville, qui s'ajoute au solde migratoire de l'excédent des populations des campagnes. Dans les pays en développement, l'exode rural débute plutôt dans la deuxième moitié du XXe siècle et notamment, parce que la pression foncière est trop forte et cette pression foncière peut conduire à une pénurie foncière. C'est-à-dire qu'il y a trop de gens par rapport à la terre disponible. Pour, l'Éthiopie, on est dans un cadre de surpeuplement rural avec des densités qui peuvent aller jusqu'à 500 habitants au kilomètre carré. On a une population à 85 rurale, qui est en forte croissance, qui augmente, mais cela entraîne des pénuries foncières, pas assez de terres disponibles, donc une insécurité alimentaire croissante et c'est ça qui explique, une partie des migrations, vers les villes. Ensuite, on va questionner un petit peu les chiffres sur l'urbanisation, parce je donne des chiffres depuis le début, mais il faut rester prudent. Sur les chiffres de l'urbanisation, ils sont en fait assez compliqués à manipuler, puisque la définition de l'urbain est variable selon les pays. Et il y a plusieurs types de définitions qui peuvent être prises en compte par les États pour définir ce qui est ville et ce qui ne l'est pas. Déjà, il peut y avoir une définition démographique, c'est-à-dire un nombre minimum d'habitants. Et cette définition démographique, elle peut être très variable. Je vais vous donner quelques exemples. Au Danemark, pour on va dire un groupement d'habitat puisse être, considéré comme une ville, il faut qu'il y ait au moins 200 habitants. En Inde, c'est 5 000, au Nigeria, c'est 20 000, au Japon, c'est 50 000. Donc si on prend les 2 extrêmes, hein, entre les 200 habitants du Danemark et les 50 000 du Japon,
c'est pas du tout la même, perception, de l'urbain et pourtant, on va comparer des chiffres nationaux, la plupart du temps entre, les villes, du Danemark et les villes du Japon. Donc voilà, faut faire attention à ça. Et puis, il y a pas qu'une définition démographique pour les villes. Ça peut être une définition vraiment légale, un statut administratif qui est accordé, indépendant de la population. Par exemple, dans le pays du Eswatini, c'est l'État, le gouvernement, qui désigne ce qui est une ville et ce qui ne l'est pas. Alors ça peut coexister, hein. En Inde, par exemple, il y a des villes qui sont statutaires, qui sont désignées officiellement comme des villes par l'État, même si, elles ne correspondent pas au seuil de population officiel. Et puis il y a aussi une définition fonctionnelle. Donc fonctionnelle en fonction, des activités de la population, notamment quand il y a une faible part d'agriculteurs dans la population. C'est le cas, par exemple, de la définition des villes au Botswana. Pour être une ville, il faut qu'au moins 75 de la population a un métier non agricole, qui s'ajoute à un critère démographique d'ailleurs. Souvent en fait, il y a une certaine diversité de critères, ça peut être lié à une densité minimum. Il faut 400 habitants au kilomètre carré en Inde pour être une ville. Ça peut être une continuité du bâti, c'est le cas en France, il faut pas plus de 200 mètres entre les bâtiments, ou ça peut être la densité des infrastructures, c'est le cas en Angola. Et souvent, une définition inclut plusieurs critères. Donc tout ça, complique, vraiment la comparaison, des statuts urbains en fait dans les différents États et le laboratoire, enfin Géopolis, enfin a essayé d'unifier en fait des critères pour pouvoir, mener une analyse globale, on va dire pertinente et cohérente, pour permettre des comparaisons mondiales en fait. Donc ça, le début du projet date des années, 80. Il a été mené notamment par, François Moriconi-Hébrard, donc que vous avez ici et finalement ça a créé une association, iGéopolis en 2009, heu et eux, le critère qu'ils ont choisi, c'est 10 000 habitants, continuité du bâti. C'est-à-dire, il faut que le bâti soit, rapproché et pour, faire ça, donc ils regardent pas, les statistiques des villes, ils les créent eux-mêmes en s'appuyant sur, les statistiques de population bien sûr, mais aussi sur l'observation de photos satellites pour identifier la morphologie des villes et donc ils essaient de proposer, une comparaison vraiment, unifiée, heu, entre les différentes villes du monde. Ici, vous avez l'exemple d'une carte, pour l'Afrique, donc plus de 10 000 habitants et continuité du bâti et on va conclure cette question sur la transition urbaine avec l'urbanisation de la Chine. Heu L'intérêt de l'urbanisation de la Chine, c'est qu'elle permet d'illustrer en fait, les 3 points précédents qu'on a vus. Déjà, la Chine a connu une urbanisation qui est plutôt récente. C'est le premier foyer de population mondiale et donc son urbanisation a une influence forte sur le taux d'urbanisation mondial. Historiquement, la population chinoise, elle a été assignée à résidence. C'est une politique instaurée par Mao pour éviter le dépeuplement des campagnes et le développement des bidonvilles et c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui. Il faut un permis de résidence pour résider en ville. La Chine a connu un développement industriel, notamment à partir de 1978, et de l'ouverture de la Chine à l'économie du marché et la proportion de la production, diminue dans les campagnes pour se concentrer dans les villes industrielles. Les villes, à ce moment-là, voient également se développer les services et tout ça fait qu'il y a vraiment beaucoup plus d'emplois dans les villes que dans les campagnes. Mais, la population n'a pas l'autorisation de se déplacer. Donc ce qui se passe, c'est qu'une partie de la population migre des campagnes vers les villes, mais sans permis de résidence et ne peuvent donc pas bénéficier des services publics. Comme sur cette photographie-là, ils logent à côté, par exemple, des chantiers où ils travaillent, ou dans un habitat précaire et ils sont appelés des Minggong, des paysans ouvriers. Ils sont donc comme ils n'ont pas de permis de résidence, ils sont recensés encore à leur résidence administrative rurale, mais ils travaillent en réalité en ville et on estime en 2010, qu'ils représentent environ 250 millions de personnes. Donc une proportion quand même importante de la population et donc le taux d'urbanisation de la Chine a été très sous-estimé, puisque ces populations qui vivaient et travaillaient en ville, elles y étaient illégales et donc elles étaient recensées comme des populations rurales. Mais
En 2010, il y a eu vraiment un nouveau décompte du recensement avec une révision des bases de données des Nations Unies qui décide de compter les Mingongs dans les villes et non plus dans les campagnes. Et ça explique un taux d'urbanisation de la Chine qui passe de 36% dans les années 2000 à 55% en 2015. Évidemment, il y a une urbanisation, mais ça s'explique aussi, en partie parce qu'il y a un compte de ces Mingongs, donc de ces paysans ouvriers qui travaillent en ville. Donc voilà, on voit à la fois, heu, la question, de l'urbanisation récente, de l'exode rural et de la question des chiffres, qui sont, dont il faut se méfier. Je vais m'arrêter là sur cette première vidéo et on continuera avec le développement des mégapoles.